à l'état-major à Londres, on piaffe, parce que le temps est mauvais, et qu'il ne permet pas de choisir le jour et l'heure. On attend une conjonction favorable, c'est-à-dire un plafond haut et une marée basse. Le plafond haut, flanqué d'une lune tardive, pour permettre aux 18 000 parachutistes d'être protégés par l'obscurité, et une marée basse pour déverser, justement, une marée humaine d'assaillants sur les plages. Parce que, comme l'a dit très bien Rommel lui-même, la guerre se gagnera sur les plages. Et voici que tout s'accélère. Le 5 juin, à 21h15, les chefs de la résistance, l'oreille collée au poste, écoutent la BBC et captent un message sibyllin, le message Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Nation littéraire, même en guerre, la France. Alors on a compris, c'est pour cette nuit. Le sanglot long, c'est pour cette nuit. Décolle tout feu éteint depuis Londres, des centaines d'avions et de planeurs chargés de milliers d'hommes. On sait, ils savent, ils devinent que le jour qui va poindre sera le jour le plus long. La nuit est noire, pour l'instant. Les paras et les commandos tentent de se regrouper à l'aide d'une petite crécelle métallique qui imite le coassement des grenouilles. Quand on entend un grrrr, c'est qu'il y a un parachutiste dans un fossé. Si on entend deux grrrr, grrrr, c'est qu'un autre lui répond. Alors évidemment, l'image la plus impressionnante, c'est celle du clocher de Sainte-Mère-l'Église, où est accroché un grand parachute blanc, aux suspentes desquelles est pendu un Américain, un parachutiste américain. La Normandie, la côte normande est proche, elle est là. Il y a les barges de débarquement qui ralentissent. C'est le signe qu'on arrive. Et il y a deux péniches qui se détachent à l'avant de la flotte d'invasion. Les Britanniques rendent aux 177 Français du commando Kiefer la politesse de la bataille de Fontenoy. Messieurs les Français, maintenant, c'est à vous de tirer. Et les Français débarquent les premiers. Et parmi ces Français, il y a beaucoup de Bretons. Et parmi ces Bretons, il y a deux cousins, Bolloré, Goénoën et Marc. Ils n'ont peur de rien. On dit que c'est leur ADN. Ainsi le rapporte la commission d'enquête. Les plages sont hérissées de fer entrecroisés. On se croirait en enfer. Le sol se soulève, il vibre, il tremble. Les Rangers montent à l'assaut de la falaise, la pointe du Hoc, et peu à peu, les Alliés progressent. Et puis, finalement, très vite, la bataille de France est gagnée. Mais alors commence un autre combat dont on ne parle plus et que je voudrais évoquer. Il se trouve que j'ai bien connu et apprécié le porte-parole de la France libre, Maurice Schumann, l'académicien, pas Robert, le sacristain. Maurice Schumann. Et il m'a dit ceci. Philippe, voilà ce qui s'est passé. Lorsque les Alliés sont arrivés, ils ont voulu nous imposer une autorité militaire d'occupation américano-britannique
qui s'appelait Langotte. Et ils sont arrivés avec du papier-monnaie. Ils ont imprimé des billets de banque, des billets qui avaient le format du dollar. Et là, pour la France, c'était inacceptable. De Gaulle s'est levé, il s'est dressé, il a dit comment un commandement étranger peut-il vouloir battre aux monnaies sur le territoire français? Et c'est ainsi que la France a recouvré sa liberté. Il a installé des préfets, il a déchiré la fausse monnaie, comme il disait, et le franc est revenu. Et la France a retrouvé les instruments régaliens de sa souveraineté. Le 24 août, le bourdon de Notre-Dame sonnait, la capitale chavire, Paris, Paris outragé, Paris martyrisé, Paris libéré. Et là, c'est toute la France, de Tolbiac, de Bouvines, de Jeanne, d'Austerlitz, de Verdun. C'est la France de nos pères, c'est la France de toujours, les ombres héroïques qui se rejoignent. La France ne peut pas mourir.